Nous avons appris par des voies informelles qu'il y aurait des négociations ou des réunions qui se tiennent dans le sens de mobiliser certains citoyens congolais, de mobiliser certains députés et sénateurs pour qu'on change notamment les articles qui fixent le mandat, le nombre de mandats à 2. Pour notre part, ce que nous allons faire en tant qu'Azado, c'est qu'aujourd'hui nous faisons le monitoring, le suivi de toutes ces réunions informelles qui sont en train de se tenir. Et le moment venu, nous allons démontrer que ceux qui veulent changer la Constitution le font tout simplement pour le besoin de garder le pouvoir. Mais il faut garder le pouvoir quand vous estimez vous-même que vous changez les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, je peux vous assurer que depuis la législature passée comme aujourd'hui, les conditions de vie des Congolais n'ont pas changé. Est-ce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui peuvent nous dire qu'ils sont contents de la manière dont ils dirigent le Congo? Je dis tout simplement non. Il faut absolument que, à la fin de cette législature, que le président Kabila, qu'il ait bien fait son travail ou qu'il ait mal fait, qu'il se retire et qu'il donne la place à une alternative. Cette alternative peut venir de sa propre majorité, mais aussi comme de l'opposition. Il faut jouer au jeu démocratique. Si il arrive que la procédure d'échanger ces articles soit rendue officielle, je pense que l'Azado mobilisera ses partenaires au niveau national et au niveau international pour faire pression en sorte que cela ne puisse pas avoir lieu. Affaire Chebea, où est-ce qu'on en est rendu? Vous savez, l'affaire concernant Floribert Chebea, c'est une affaire qui a beaucoup affecté les mouvements de droits de l'homme, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans le monde. Dans le monde et partout, pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord la stature de la personne. Chebea, c'était un personnage très dévoué, un personnage intègre, un personnage incorruptible, parce que c'est ce qui fait mal en République démocratique du Congo. On croit que tout le monde doit être corruptible, tout le monde doit courir derrière le pouvoir. Non, il y a aussi des personnes comme Floribert Chebea qui se battent pour d'autres motivations. Et quand on a affaire à des personnes intègres et incorruptibles, on veut recourir à l'élimination physique pour les faire taire. Et les types de personnes comme Floribert Chebea, on n'en a pas beaucoup en République démocratique du Congo. Parce que beaucoup de gens se battent pour avoir l'argent ou pour avoir le pouvoir. Mais il y a aussi ceux qui se battent de manière désintéressée pour l'avènement, n'est-ce pas, de la démocratie, pour l'avènement d'un état de droit de l'homme en République démocratique du Congo. Et Floribert était l'un de ces personnages. La deuxième raison, je pense qu'on a voulu effrayer les activistes des droits de l'homme pour dire que si nous frappons celui-là, c'est que vous autres ici, on peut vous faire aussi la même chose. C'était de nous faire peur. C'est pour ça qu'après la mort de Floribert Chebea, toutes les organisations se sont dit, c'est le moment de travailler encore davantage pour démontrer aux politiciens que le fait de l'avoir tué, c'est en fait de l'eau qu'on a amenée à notre moulin pour que le moulin tourne davantage. Ce que cela signifie aussi que le combat que nous menons pour les droits de l'homme, c'est vraiment un combat réel. Il faut le continuer. Et il faut dire qu'il y a 2 ans, nous avons constaté aussi une faiblesse de notre opposition, en sorte que le combat pour la démocratie, qui devait être porté par les partis politiques de l'opposition, ne l'était pas. Et c'était les organisations des droits de l'homme qui étaient à l'avant-plan.
en sorte que toutes les actions du gouvernement, au lieu d'être orientées vers les partis politiques, étaient focalisées sur les organisations de droits de l'homme qu'on devait à tout prix faire taire comme on avait fait taire l'opposition. Et nous comprenons le contexte de ce temps-là. Donc, aujourd'hui, l'affaire Tchébéa, le jugement qui a été rendu au premier degré, ne nous satisfait pas, dans la mesure où nous avons toujours estimé que l'auteur principal ou le commanditaire principal de l'assassinat de Floribert Tchébéa et de son chauffeur, c'est M. John Numbi. Et donc, si on veut vraiment assurer la lutte contre l'impunité dans ce pays, il faut que John Numbi comparaisse, non pas comme témoin, mais comme auteur ou co-auteur de l'assassinat de Floribert et de son chauffeur. En ce moment-là, nous pouvons nous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire dans ce pays. Et vous savez que la veuve de Floribert Tchébéa avait introduit une plainte contre le général John Numbi. Mais cette plainte n'a jamais été instruite jusqu'à aujourd'hui. On est aujourd'hui en procès au deuxième degré, mais ce procès, il a fallu attendre plus d'une année pour que l'affaire soit fixée au deuxième degré. Il a fallu des pressions au niveau national et international pour le faire. C'est pour ça que je disais que la justice dans notre pays ne marche pas. Et on ne peut pas prétendre à un développement dans ce pays sans la justice. Il est impossible. Et donc, nous avons voulu que le cas de Floribert Tchébéa soit une opportunité pour les autorités de la République démocratique du Congo de démontrer qu'elles sont engagées dans la lutte contre l'impunité et qu'elles sont engagées pour que les droits de l'homme soient respectés dans ce pays. Ce qui n'est pas le cas. Vous avez suivi les derniers développements concernant la projection du film qui a été tourné par M. Thierry Michel sur le procès et sur tout ce qui est arrivé à Floribert Tchébéa. D'abord, le gouvernement, par la voie du ministère de la Justice, a interdit la diffusion de ces films sur l'ensemble du pays. En fait, les autorités ne veulent pas que le peuple congolais connaisse réellement la vérité sur le procès Tchébéa. Et Thierry Michel, qui était ici en République démocratique du Congo, qui est arrivé en République démocratique du Congo le dimanche dernier, il a été expulsé parce qu'il venait pour, n'est-ce pas, apporter de nouveaux témoignages qui démontrent que M. John Numbi est impliqué dans l'affaire concernant l'assassinat de Floribert Tchébéa. Donc, à tout prix, on prend des mesures pour que la vérité ne soit pas connue. Et nous pensons que ça, c'est vraiment dommage, mais la stratégie des ONG des droits de l'homme, c'est que dès que nous avons les derniers jugements en République démocratique du Congo, nous serons appelés à saisir les instances internationales pour, n'est-ce pas, avoir gain de cause dans l'affaire concernant Floribert Tchébéa, parce que pour nous, c'est une affaire importante et ça va de l'avenir non seulement des défenseurs des droits de l'homme au Congo, mais aussi du mouvement des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Est-ce qu'en réalisant cette entrevue, vous avez peur? Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que j'estime d'abord que, de un, sur le plan légal, l'interview que je réalise avec vous, elle n'est pas contraire aux lois de la République démocratique du Congo. De deux, je sais que le combat dans lequel je suis engagé depuis plus de 10 ans, c'est un combat qui vous expose à la mort à tout moment. Mais je suis aussi convaincu que chacun de nous mourra de quelque chose un jour. Un activiste des droits de l'homme dans un pays comme le nôtre, il doit toujours se mettre en tête qu'un jour il fera la prison, peut-être qu'un jour il sera assassiné. Donc, je n'ai pas peur. J'estime que tout peut arriver à tout moment, mais j'estime aussi que ce que je fais, c'est important. Il faut donner l'exemple aux gens qu'on peut se battre tout en étant au Congo, qu'on peut continuer ce combat tout en étant au Congo. Nous avons
aujourd'hui des modèles. Les Lumumba, Kasavubu se sont battus face à un régime colonial qui était capable de tout faire. Mais aujourd'hui, ils nous ont permis d'avoir notre indépendance. Donc, si le problème avec le Congolais, c'est que le Congolais a peur de tout. Il accepte de vivre dans de mauvaises conditions, mais pourvu qu'il soit en vie. Mais il faut lutter pour que nos conditions puissent s'améliorer. Et nous avons un pays immense, un pays qui est plein de richesses, un pays où chacun de nous peut vivre dans de bonnes conditions. Mais les richesses de ce pays sont prises par un groupe de personnes, alors que ces richesses font partie du patrimoine national qui appartient à tous les Congolais. Ok, maître, vous avez connu un accident de circulation. Une Jeep vous est rentrée dedans. Est-ce qu'on n'avait pas essayé d'attenter à votre vie? Merci pour la question. Disons que le mercredi 4 juillet, alors que j'étais en séjour familial à Lubumbashi, j'ai été cogné par une Jeep qui m'a touché au niveau des côtes. Je suis tombé et j'ai donné un coup de tête dans les macadams. C'est pour ça que vous voyez que je porte encore les pansements. Je ne sais pas vous dire est-ce que c'était un accident volontaire, un accident voulu, mais comme je vous l'avais dit, à chaque instant, on est exposé. Et je me dis que je suis un homme permanemment en danger. Ça peut être les étrangers ne peuvent pas venir attaquer le pays s'ils n'ont pas des antennes au pays même. Et l'histoire a démontré que les traîtres, les commanditaires de ce qui se passe à l'Est, certains d'entre eux sont ici à Kinshasa. Alors, si à notre propre niveau, nous n'avons pas des dirigeants visionnaires, des dirigeants qui ont une politique claire, des dirigeants capables d'entraîner le peuple contre ce qui se passe à l'Est, rien ne se fera. Aujourd'hui, sur le plan national, vous êtes au Congo, ça fait quelque temps. Est-ce que vous avez un homme politique qui soit de l'opposition ou de la majorité qui porte la guerre de l'Est? On peut dire qu'on peut s'identifier à lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et pendant que les gens sont en train de mourir, il y a ceux qui font les affaires. C'est pour ça qu'on doit éviter que notre pays ne soit dirigé par des affairistes. Des gens qui sont au pouvoir pour faire les affaires, non pas pour diriger le pays. Et le Congo, pour ma part, n'est pas dirigé. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes là. Mais je crois que dans un pays sérieux, les autorités devaient toutes démissionner parce qu'elles sont incapables de conjurer le mal à l'Est. Et au niveau de l'armée, au niveau du pouvoir politique et de tous les pouvoirs, il faut qu'il y ait une remise en question. Il faut qu'il y ait une remise en question. Comment on peut diriger un pays en guerre pendant plusieurs années et c'est un pays voisin qui vous attaque? Vous ne vous organisez pas pour faire la contre-attaque ou pour garantir les frontières de votre pays. C'est soit de l'incompétence, soit de la complicité. Et ça ne s'explique pas autrement. Alors, si vous êtes incompétent, vous démissionnez. Pour moi, je dis toujours que tant qu'on aura au pouvoir et à tous les échelons des hommes impliqués dans les crimes de sang, dans les crimes économiques, il n'y aura pas de paix en République démocratique du Congo. Et il nous faut un gouvernement, il nous faut des institutions avec des personnes à main propre. Les Occidentaux, les institutions internationales ne peuvent que travailler sur base de nos propres motivations parce qu'ils ne peuvent rien faire si nous-mêmes nous ne sommes pas engagés à bien faire les choses. Yonani, 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 Yonani.